C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, Alexandre Cara, vous recevez la députée UMP, candidate à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Nouvelle audition de Jérôme Cahuzac hier, ponctuée de nouveau par les trous de mémoire de l'ex-ministre du Budget. Alors, à votre avis, cette commission ne tourne-t-elle pas tout simplement à un inutile jeu de rôle ? Écoutez, c'est l'attitude de Jérôme Cahuzac qui met en difficulté la commission. Il faut voir quand même de quoi il s'agit, avec une grande constance, mais aussi avec une certaine arrogance. Jérôme Cahuzac, après avoir menti éhontément à la représentation nationale quand il était ministre, lui ment aujourd'hui par omission. Le ministre des Finances, Moscovici, nous dit, au sortir du Conseil des ministres, un jour, il y a eu une réunion, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, entre le président de la République, le Premier ministre Jérôme Cahuzac et moi, grosso modo, pour se mettre d'accord. Et Jérôme Cahuzac, sur une réunion aussi importante, dit « Ah, je ne m'en souviens pas ». Jérôme Cahuzac, qui est quelqu'un qui, quand il était ministre, était connu, reconnu pour savoir faire de longs discours, d'une précision chirurgicale sans note. Il ne se souvient pas d'une réunion aussi importante quelques mois après. Qui est-ce qui couvre ? Parce que lui, il n'a pas d'intérêt à reconnaître ou pas cette réunion, compte tenu de tout ce qu'il a déjà avoué. Donc qui est-ce qui couvre ? Alors que faut-il faire pour sortir de l'impasse ? Vous savez, il y a des députés qui, au début de cette commission, n'étaient pas demandeurs d'une audition du Premier ministre, qui sont en train de le devenir, et de dire, nous, il faut convoquer Jean-Marc Ayrault. Oui, c'est ce que disent les députés qui sont dans cette commission, qui disent, écoutez, nous, au début, on n'était pas particulièrement dans cette démarche-là, qui aurait pu apparaître comme une démarche très agressive, en quelque sorte. Mais enfin, là, face à une personne auditionnée, à Jérôme Cahuzac, qui, de manière aussi évidente, ment au moins par omission, il n'y a plus qu'une solution, c'est d'entendre le Premier ministre. Et vous, à votre avis, Nathalie La manifestation de la vérité ne peut pas se faire par un vote. Vous comprenez ? Ça ne peut pas être les parlementaires qui votent en disant « bon voilà, il n'a rien pu nous dire, on va voter pour savoir si on entend le Premier ministre, la majorité n'est pas d'accord pour qu'on entende le Premier ministre, alors on ne l'entend pas ». Et vous pensez, vous, qu'on était au courant, au plus haut sommet de l'État, de la réalité du compte suisse de Jérôme Cahuzac ? Moi, j'observe juste les faits. On a le ministre des Finances qui fait part d'une réunion dont on voit bien qu'elle signifiait qu'au plus haut niveau de l'État, on était au moins alerté sur ces sujets, qu'il se passait quelque chose pour qu'il y ait une réunion entre le ministre des Finances, Jérôme Cahuzac, le Premier ministre, le Président de la République, c'est qu'on savait bien qu'il se passait quelque chose. Jérôme Cahuzac dit ne pas s'en souvenir. On ne peut pas rester sur ce doute-là. 48 heures après les propos de Gilles Bourdoulex, une enquête préliminaire pour apologie de crimes contre l'humanité a été ouverte par la justice. Alors, comment un élu de la République peut-il en arriver à tenir de tels propos ? Je ne sais pas. Il nie avoir tenu les propos. Donc il y a un enregistrement, il existe un enregistrement. Il faut maintenant que la justice se prononce, mais c'est juste insensé et indéfendable en aucune manière. Mais au-delà des propos de Gilles Bourdoulex, est-ce qu'il n'est pas la traduction finalement d'une radicalisation droitière d'un certain nombre d'élus ? On entend des propos comme ça. Je ne crois pas qu'il faille en aucune manière faire un lien. Ces propos, ils sont juste indéfendables à aucun point de vue. L'énervement, rien ne justifie, rien ne permet de défendre des propos pareils. C'est tout. Ça s'arrête là. Oui, par ailleurs, les maires de nombreuses villes sont confrontés au problème tous les jours des installations de camps illégaux. Est-ce que vous comprenez l'exaspération qu'il peut y avoir en province sur ce sujet ? Alexandre Cara, moi j'ai vécu comme maire des installations de camps illégaux. Je sais combien c'est difficile, insupportable, d'autant plus insupportable d'ailleurs quand on est dans des communes qui sont elles-mêmes en règle avec la loi, qui ont par ailleurs des aires d'accueil ou qui participent à des syndicats mixtes qui financent des aires d'accueil. C'est évidemment, c'est compliqué à gérer pour le maire, qui est confronté par ailleurs à l'exaspération souvent légitime de la population sur ces questions. Mais encore une fois, je ne veux pas qu'on fasse de lien entre cette exaspération légitime et les propos qui ont été tenus. Rien ne peut justifier des propos pareils. Il faut être clair là-dessus. On a le sentiment quand même que ces derniers temps, il y a de plus en plus une stigmatisation des gens du voyage ou des Roms. Ouais, enfin, vous savez, c'est un sujet qui n'est pas très nouveau. Les installations, c'est saisonnier, les installations, elles ont lieu l'été, et très souvent, ça crée d'énormes tensions. Parce que quand les installations sont sur des terrains illégaux, des terrains qui ne sont pas prévus pour ça, parfois des terrains qui sont prévus pour autre chose, pour des actions d'été, des événements d'été, ça crée d'énormes tensions. Ça n'est pas, vous ne pouvez pas considérer que c'est un sujet nouveau en aucune manière. Il y a eu hier un bras de fer très musclé à l'Assemblée nationale entre l'opposition et Manuel Valls à propos des événements de Trappes du week-end dernier. Est-ce que vous aussi, vous dénoncez le laxisme de la justice ? À Trappes, les forces de l'ordre ont fait ce qu'elles devaient faire,
qui est de faire respecter la loi dans des conditions difficiles. Moi, ce que je dénonce, c'est le décalage entre le ton souvent haut du ministre de l'Intérieur et son action qui, elle, souvent à un niveau très bas. Parce que finalement, à un moment, est-ce qu'on vous juge sur le nombre de fois que vous répétez le mot République dans vos discours, et auquel cas Manuel Valls est en tête, toutes catégories confondues, ou est-ce qu'on vous juge sur vos résultats ? En matière de sécurité, on vous juge sur vos résultats. Et je trouve que les résultats en matière de sécurité ne sont pas au rendez-vous. Par ailleurs, il me semble que la gauche est toujours dans cette maladie de la culture de l'excuse qui l'a marquée par le passé et qui reste présente. J'en veux pour preuve le débat qui est en train de s'esquisser à gauche autour de ce sujet. On cherche des excuses sociales, des excuses culturelles, parfois des excuses communautaires à certains comportements. Non, c'est la loi. Ils l'ont pas voté pour beaucoup d'entre eux, la loi contre la burqa, mais enfin c'est la loi et elle doit s'appliquer. Manuel Valls a voté la loi contre la burqa et vous voyez qu'en ce moment, ce débat existe même au sein de la majorité puisqu'il y a une passe d'armes entre Manuel Valls et les Verts. Bon, effectivement, vous dénoncez les propos. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un fond de culture de l'excuse à gauche qui rejaillit à l'occasion de cet événement, qui n'est pas un événement sur lequel on peut passer comme ça. C'est un problème de principe. Évidemment, là, ça a pris des proportions avec une nuit d'émeute, ça a pris des proportions considérables, mais on sait qu'il y a des quartiers, qu'il y a des situations dans lesquelles les policiers ont du mal à faire respecter cette loi. Il n'est pas question de revenir en arrière là-dessus, il n'est pas question de faire un pas en arrière. Et j'ajoute une chose, c'est que je ne sais pas dans quel pays, après une nuit d'émeute, le Premier ministre aurait mis 5 jours pour réagir. 5 jours pour réagir. On dirait que la gauche est gênée avec ce sujet. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. La justice dans cette affaire est-elle laxiste ? La justice est un peu en arrière de la main sur cette affaire comme sur d'autres. Et on le sait bien parce que de plus en plus les forces de police nous disent il y a des choses qu'on poursuit pas parce qu'on se décourage du fait de la manière dont les affaires seront traitées après par la justice. C'est un problème non seulement de justice, mais c'est un problème pour toute la chaîne de réponse à la délinquance, la chaîne de réponse pénale. Parce que si les policiers, ils sont de plus en plus nombreux à nous le dire, ne se mobilisent plus sur certains cas parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de suite qui sont données, c'est pas juste au niveau de la justice qu'on a un problème. L'Assemblée nationale a adopté hier une nouvelle étape de la décentralisation. Des métropoles vont être créées, dont Paris Métropole. C'est une bonne nouvelle pour les Parisiens ? Alexandre Carra, vous pouvez en aucune manière appeler ça une nouvelle étape de la décentralisation. Parce que, en tout cas, c'est bien comme ça que c'est présenté, c'est une loi de décentralisation. C'est un mélange de nouveaux monstres administratifs et de recentralisation. Parce qu'en fait, on reprend des pouvoirs aux maires. On dit aux électeurs, aux Français, écoutez, en mars prochain, alors vous allez élire des maires, alors sur beaucoup de sujets majeurs de votre vie quotidienne, ils n'auront plus de pouvoir. Et ils n'auront plus de pouvoir au profit d'une structure qui, elle, sera très peu démocratique. Parce que vous aurez jamais... Est-ce qu'il ne faut pas passer par là pour faire le Grand Paris ? Passer par une suradministration. Non, écoutez, moi je suis favorable. Pas une suradministration, mais en tout cas, y aller un peu au forceps. Moi je suis favorable au Grand Paris. Et comme ministre, j'ai porté un certain nombre de projets qui sont des projets concrets, en quelque sorte, du Grand Paris, comme le Grand Paris Express. L'idée d'avoir un grand plan de développement de transport en commun, visionnaire, financé sur les 20 ans qui viennent. Le Grand Paris Express, ça je m'en suis occupé au niveau ministériel, ça c'est du concret. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils créent une nouvelle couche administrative, sans en supprimer aucune des couches existantes, sans répartir les compétences. Une nouvelle couche administrative dont, selon les évaluations, elle coûtera entre 2 milliards et 5 milliards. On ne sait pas trop comment elle est financée. On sait qu'il y a une partie des ressources actuelles des collectivités qui vont lui être transférées. Ça devrait être par exemple 1,3 milliard pour la ville de Paris. On sait aussi que ça va faire de nouveaux impôts et de nouveaux fonctionnaires, probablement 2000. Vous croyez vraiment qu'on a besoin de ça en ce moment ? On a besoin d'une métropole du Grand Paris, mais dans ce cas-là, il faut supprimer des couches existantes. Nathalie, et il faut qu'elles soient démocratiques. Vous n'étiez pas favorable au fait de transformer les voies sur berge en artères piétonnes. C'est pourtant un succès populaire. Est-ce que vous avez changé d'avis ? D'abord, alors écoutez, reprenez mes propos. Moi, ce que j'ai toujours dit sur les voies sur berge, c'est que je suis favorable à la reconquête des berges de la Seine. Je pense qu'il y avait des endroits dans lesquels il valait mieux laisser les voitures circuler sur le quai bas, sur les berges, et transformer le quai haut. Par exemple, au niveau du musée d'Orsay. Au niveau du musée d'Orsay, on aurait pu étendre l'esplanade, parce que le quai haut, il est beau, y garder une voie pour les bus, les transports en commun, les taxis, les véhicules propres, et laisser les véhicules ordinaires, en quelque sorte, en bas. Si vous êtes élu, vous rouvrirez les quais à la circulation automobile. Surtout sur ce sujet, moi je ne suis pas là pour détruire
ce qui a été fait. Je pense qu'il y a des choses qui auraient dû être faites autrement. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment revenir. Par exemple, les aménagements du boulevard Magenta et du boulevard Saint-Marcel qui sont absurdes. Mais je ne suis pas là pour détruire, je suis là pour proposer pour la suite. Et là où la gauche propose à nouveau des usines à gaz et des choses compliquées, moi je propose des choses simples. Par exemple, en matière de circulation et de pollution, je propose qu'on mette en œuvre un outil que j'avais forgé comme ministre dans le cadre du Grenelle de l'environnement, qui est celui des APA. Des APA, c'est-à-dire la possibilité d'interdire à l'intérieur de certains périmètres certains véhicules les plus polluants. Vous voulez interdire le diesel à Paris ? Je voudrais interdire certains véhicules les plus polluants. Je pense qu'on peut commencer par certains types de poids lourds. Vous savez qu'à partir de 2014, les poids lourds devraient être en norme Euro 6, c'est-à-dire être beaucoup moins polluants. Ça doit être l'opportunité de donner un calendrier pour le cœur de Paris, pour les poids lourds les plus polluants, d'interdiction. Ça Merci. n'empêchera pas des dérogations sur certains types de véhicules qui ne se renouvellent pas souvent, par exemple les camions grues, mais on peut le faire en donnant un calendrier aux personnes et aux professionnels pour qu'ils puissent prévoir et sortir les véhicules les plus polluants. Et ça permettra de réduire furieusement la pollution. Je rappelle que la qualité de l'air, contrairement aux légendes entretenues par la gauche, ne s'est pas améliorée à Paris. C'est Airparif qui le dit. Il y avait 57 jours de mauvaise qualité en 2001, il y en a aujourd'hui 117. 53 en 2001 et aujourd'hui 117 de mauvaise qualité. Et Merci. derrière, c'est les problèmes de santé. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonne journée, Merci bonne à journée vous. à tous. Merci Alexandre Caraï, à demain.